Bonjour, bon après-midi. Voilà, je vous donne la bienvenue à cet webinaire axé sur les mythes versus les réalités, sur l'impact des transferts monétaires en matière de genre en Afrique. Je vous donne la bienvenue à ce webinaire. Je vais donc vous présenter un peu des preuves et d'évidences qui sont disponibles en ce moment, qui a été bien sûr organisé par UNICEF et Presto sur les sujets des transferts monétaires en matière de genre. Alors, j'ai l'honneur d'être votre animatrice. Je m'appelle Martha Gitacho. Je suis spécialiste régionale UNICEF pour la région de l'Afrique du Sud et orientale. Et aujourd'hui, on est voilà, réunis aujourd'hui pour parler de la protection sociale euh, liée au genre et sensible au genre. Comme vous savez, voilà. Alors, il y a bien sûr des défis qu'on voit ici qui sont en train de limiter les pays et les responsabilités, les responsables de pouvoir atteindre les populations. Et voilà. Maintenant, on va voir bien sûr les situations et les boulots d'étranglement qui sont en train de, bien sûr, de restreindre notre action. Alors, basé sur ce qu'on a fait avec Presto et UNICEF, on va voir bien sûr les mythes, les solutions en ce qui concerne la conditionnalité, la fertilité, la participation des femmes et la dépendance. Et c'est important de faire ça parce que nous, quand on se concentre sur ces mythes, hein, qui ne sont pas basés sur l'évidence, hein, bien sûr, on peut limiter les programmes et la conception des programmes et l'impact sur les femmes et les filles. Donc aujourd'hui, il s'agit donc de voir et taxer sur ces perceptions et séparer les mythes de la réalité. Et bien sûr, on regarde l'Afrique de près hein, pour voir l'évidence. Et alors, donc, avant de commencer, je vais partager quelques des essentiels pour la séance hein, et quelques règles d'administration. Alors, la séance est enregistrée et avec la présentation qui va être bon, disponible sur socialprotection.org. Hein, et donc, ça va être envoyé à tous les inscrits. Hein. Alors, utilisez les chat box pour vous présenter. On veut savoir d'où vous venez hein, et, et les organisations que vous représentez. Hein. Alors, utilisez les chat box et aussi partager des liens qui soient pertinents pour cette séance. Hein. Alors, notez qu'on a la traduction qui est disponible. Hein. Donc, vous pouvez accéder à ça. En bas de votre écran, vous allez trouver le globe hein, français et anglais. Alors, on a des sous-titrages axés sur IA, hein, sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez cliquer là. Oups, oh, pardon, c'est pour l'Internet. Hein. Voilà, on aura une présentation de 25 minutes hein, euh, sur le document de recherche avec une discussion de 25 minutes hein, euh, centrée sur les expériences sur les terrains hein, en concernant ces mythes. Et ensuite, on aura 20 minutes de questions-réponses hein, centrées donc sur les questions qui sont sur le chat hein, et les Q&A. Et ensuite, on fera la clôture du webinaire. Alors, je vais vous présenter alors, les intervenants. Alors, on a un groupe intéressant. Hein. En première, Tia Palermo, et c'est la présidente de Presto, c'est la société qui s'occupe des recherches et analyses hein, de politique. Donc, elle va, ses domaines de spécialité, ce sont les transferts monétaires, la protection sociale et la sécurité alimentaire. Deuxième présentateur, ça sera Maya Gravilovic. Elle est consultante de protection sociale pour Presto, qui est expert, et elle a beaucoup d'expérience en matière de recherche qualitative et les programmes de développement et bien sûr la sécurité des enfants et en matière de genre. Hein. Et ensuite, on aura deux intervenants, hein, euh, Madame Francesca Atoulouk, directrice de protection sociale au ministère des genres et enfance et protection sociale du Ghana,
Et donc, elle est spécialisée en matière de genre et protection sociale. Elle est aussi la vice-présidente le comité intersectorial de protection sociale du Ghana. Et ensuite, Paul Carles Van Ufort, qui est un géographe humain, hein, qui travaille dans le contexte de recherche des politiques sociales. Et il a travaillé dans la région du Sénégal, Vietnam, et il est aussi consultant régional en matière de politique sociale. Oups. C'est peut-être mon Internet ou non, mais alors Tia Maya vont présenter donc elles vont faire la présentation elles vont donc parler de ces mythes. À vous la parole. Bonjour tout le monde. Voilà, je suis ravie de pouvoir partager avec vous le travail que Magda a bien mentionné sur les mythes en matière des transferts monétaires en Afrique. Alors, je présente ce travail avec Maya Gavrilovic et Amber Peterman, et en collaboration avec UNICEF, hein. Alors, on sait que l'expansion et l'élargissement de la protection sociale et l'adéquation, c'est critique essentiel pour les, les objectifs de développement. Cependant, la protection sociale être différente autour du globe de 19% jusqu'à 52%, hein, de couverture, hein. Donc, c'est important d'élargir la protection sociale, mais pour réduire la pauvreté, la programmation doit répondre à des besoins uniques et les vulnérabilités des femmes et des filles autour du cycle de vie. Voilà pourquoi, bon, les filles et les, gar- et les femmes sont vulnérables à la pauvreté et au risque. Et bien sûr, il y a des écarts avec les hommes en matière d'éducation, force ouvrière, participation, euh, accès à la technologie et à la protection sociale. Et bien sûr, le rôle reproductif et les responsabilités en matière de soins, hein, et aussi dans la prise de décision. Alors, quand on reconnaît ces vulnérabilités et ces inégalités, bon, on fait appel pour que la protection sociale soit sensible au genre, hein. Cependant, il y a beaucoup de mythes autour des transferts monétaires, surtout pour réduire, il faut la volonté politique, ils réduisent la volonté politique, hein. Il y a bien sûr, c'est basé sur des préjugés et des discriminations et qui ne sont pas fondés sur la réalité. Alors, ces mythes peuvent réduire la mise en œuvre des systèmes de protection sociale sensibles au genre, hein. Une meilleure disponibilité de l'évidence et des preuves peuvent donc encadrer ces narratives. Alors, on va parler des 6 mythes aujourd'hui, hein, dans ce webinaire, et, euh, euh, et on va voir bien sûr l'évidence qui réfute dans les mythes. Le premier, c'est que alors des conditions ont à voir avec des activités comportementales, hein, pour pouvoir maintenir leur éligibilité, hein, admissibilité. Il y a des conditions qui s'imposent, hein. Souvent, on pense que les personnes plus appauvries, dépensent leur argent de manière pas saine, hein, et des problèmes d'éducation et de santé. Par exemple, ça sera plus facile de vendre la protection sociale à aux politiques, hein. Mais le suivi et la conformité à ces conditions est vraiment coûteux du point de vue administratif. Quand on voit l'évidence sur les effets et les conditions et les impacts de ces transferts monétaires, on voit différents domaines. Par exemple, au niveau de l'école, il y a de l'évidence qui combine les transferts monétaires, les, les transferts monétaires conditionnels
et inconditionnels qui peuvent bien sûr accroître la situation par 36%. Alors, quand on voit les transferts monétaires inconditionnels et conditionnels, ils peuvent accroître l'enregistrement à l'école. Mais l'impact n'était pas vraiment significatif du point de vue statistique, hein. Voilà, ça veut dire que on ne peut pas vraiment conclure de manière avec confiance que ces transferts vont accroître l'inscription à l'école. Alors, quand on voit la santé mentale, surtout dans les pays à moyen revenu, et alors les effets de ces programmes sur la la santé mentale, il y a des effets de ces transferts monétaires inconditionnels, hein. Quand on pense aux réussites des femmes et de la participation de femmes, hein, on trouve que ces transferts monétaires ont bien sûr des impacts sur la vie des femmes, hein. Alors, quand on voit cette évidence, hein, la recommandation, c'est que la condition doit être examinée et les programmes doivent être conçus de manière inconditionnelle. Alors, le deuxième mythe, c'est désigner les femmes, hein. Alors, désigner les femmes comme bénéficiaires des transferts monétaires au sein des ménages est essentiel pour garantir des résultats positifs pour la famille et les enfants. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on désigne les femmes. Le premier, c'est des motivations, hein. La motivation, c'est pour améliorer les résultats des enfants parce que les femmes s'occupent des soins aussi à la maison. La deuxième raison, c'est que c'est la valeur intrinsèque, hein, inhérente pour accroître l'égalité en matière de sexe au niveau socio-économique pour les femmes. Alors, quand on désigne les femmes, euh, c'était vraiment ce qui était populaire dans la première partie de ces transferts monétaires en Amérique latine, hein. On sait que les femmes et les hommes dépensent l'argent de manière différente, mais, mais quand on voit les différences, il y a des différences basées sur des goûts ou des préférences. Les femmes vont investir dans le capital humain et donc, et les femmes et les hommes peuvent avoir la capacité de générer des revenus est différente, hein. Quand on voit l'évidence, cependant, on se rend compte qu'il y a deux révisions systématiques globales en matière d'éducation. On trouvait qu'il n'y a pas de différence que, par rapport à ce qui recevait ou pas les transferts monétaires et l'impact sur l'éducation. Il y a très peu d'études qui font ça, qui disent qui reçoit les transferts. Il y en a certains en Afrique, par exemple, une ONG qui Give Directly, qui fait ça par sexe, et ils n'ont pas trouvé de différence en matière d'impact pour la sécurité alimentaire, pour les dépenses et pour la santé et l'éducation. Mais alors, quand ils voient les femmes qui reçoivent les transferts, vont recevoir cette aide psychologique, ça va porter un petit peu de bien-être psychologique, hein. Alors, il y a des différences en matière d'éducation, mais au Burkina Faso, il y avait des résultats de nutrition beaucoup plus encourageants, hein, surtout dans certaines saisons, hein. Alors, en ce qui concerne les motivations inhérentes, hein, quand on est en train de désigner les femmes comme celles qui reçoivent les transferts monétaires, bon, il y a pas des preuves accablantes, mais alors la motivation de donner les transferts monétaires aux femmes doit s'élargir pour la promotion des droits des femmes, pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. En ce faisant, on peut vraiment aider les femmes dans des situations patriarcales, hein. Alors, le troisième mythe,
Alors, les transferts monétaires, en particulier ceux destinés aux ménages avec des jeunes enfants, augmentent les grossesses et la fécondité, hein. Beaucoup de personnes pensent que les familles et les enfants vont avoir beaucoup plus d'enfants pour maintenir la miscibilité, hein, et bénéficier plus. C'est toujours inquiétant. C'est inquiétant pour les transferts monétaires qui ciblent les premiers 1000 jours hein, de conception pour répondre à des problèmes de malnutrition. Donc, c'est important à cette étape. Mais Mais on a eu bien sûr des révisions et dans le contexte des pays à moyen revenu et des bas revenus, euh, on trouvait des choses différentes, hein. Sept, 7 études sur 10 ont trouvé que la réduction euh, de la probabilité de la réduction de naissance n'est pas, il n'en est rien, hein. Alors finalement, une étude par les collègues de Neil ont trouvé que la réduction des transferts monétaires peut réduire la, les grossesses hein, entre les âges de 10 et 19 ans, hein. Et à Malawi, Afrique du Sud et Zambie, on n'a pas vraiment vu d'augmentation dans la fertilité, hein. En Afrique du Sud, d'ailleurs, ils ont trouvé que bien sûr, les transferts monétaires, la transfert monétaire vont réduire hein, l'espace entre naissances, hein. Ça réduisait la probabilité des grossesses par la suite et au Kenya et en Afrique du Sud. Et ces transferts monétaires ont réduit euh, la grossesse chez les adolescents. Donc, les résultats sont différents. Pour éviter la perception et les conséquences, il y a des pas qui peuvent être pris. Par exemple, les bénéfices des transferts monétaires peuvent devenir limites dans certains programmes. On peut accroître l'âge d'éligibilité pour les enfants. En Afrique du Sud, ils ont augmenté l'éligibilité jusqu'à 14 ans, de 14 ans jusqu'à 17 ans, hein. Donc, les ménages vont sentir moins de pression, hein. Donc, ils puissent perdre leur admissibilité, hein. Alors, les changements de communication et des comportements sociaux peuvent aussi être liés à ces transferts, hein. Surtout les effets négatifs des grossesses fréquentes, hein. Alors, les programmes peuvent communiquer les objectifs et les programmes peuvent renforcer les liens en matière de prestations de services publics hein, et de santé, hein. Alors, voilà, Maya, maintenant, je donne la parole à ma collègue Maya. Merci, Lia, et bon après-midi tout le monde. Alors, je vais continuer avec les autres 3 mythes, hein. Alors, le quatrième, c'est fournir des transferts monétaires aux femmes. Tu ne les automises pas réellement, hein, car les hommes continueront à contrôler la manière dont l'argent est dépensé, hein. Alors, quand on voit la recherche et les sondages hein, et l'évidence, on voit que les femmes en Afrique maintiennent le contrôle des transferts monétaires et la décision de comment dépenser l'argent. Alors, les données, les évaluations au Ghana, Malawi, Mozambique, confirment ceci, hein. Plus de 90%, excusez-moi, ça va vite, hein. Comme vous voyez, plus de 90% des femmes dans ces sondages hein, et de suivi hein, ont rapporté qu'elles ont vraiment impliqué dans la prise de décision du ménage, hein. On le voit jusqu'à 96% au Ghana. Alors, les résultats sont nuancés. Voilà, parce qu'on leur demande s'ils font des décisions avec leur mari ou non. 54% au Malawi ont informé qu'elles décident de comment dépenser l'argent toutes seules. 33% au Ghana, elles sont concernées par la prise de décision comparée
si on compare les 56% du Ghana, hein. Alors, les transferts monétaires sont liés au fait que les transferts monétaires peuvent accroître les pouvoirs de décision des femmes, hein. Il y a des études et des sondages qui montrent que les femmes utilisent donc ces transferts et que ça les aide à avoir une autonomie financière, hein, et un peu d'indépendance, hein. Et donc, c'est associé à un changement positif en matière d'identité. Il y a plusieurs éléments de conception qui peuvent renforcer, hein, les contrôles monétaires des femmes. Le premier, c'est que, bon, bien sûr, au niveau de planification, c'est important de comprendre les dynamiques entre ménages, hein. Si les femmes sont désignées comme les personnes qui reçoivent ces transferts, c'est critique d'avoir des activités de sensibilisation pour expliquer comment elles vont devoir faire ça au niveau communautaire, au niveau des ménages, hein. Alors, quand on rend de l'argent de manière numérique, ça peut se faire à partir des comptes bancaires, ça peut renforcer les résultats positifs et ça peut aussi, on peut leur donner un peu de formation en littératie financière, hein. Ça peut aussi leur permettre de voir, de confronter les problèmes, hein, liés au transfert monétaire. Alors, le cinquième mythe est axé sur les transferts monétaires destinés aux femmes, qui créent, si les transferts monétaires destinés aux femmes vont créer des conflits au sein du ménage, hein, et augmenteront la violence conjugale, hein. Et donc, ça va accroître les risques pour les femmes. Même si c'est un problème qui reste, la réalité nous montre qu'il y a des évidences fortes, hein, que les transferts monétaires vont réduire, hein, cette violence conjugale, hein, surtout en Afrique, hein. Quand on voit l'évidence, il y a deux études qui ont été lancées, hein, dans ces pays à moyen revenu et à bas revenu. Le premier, c'était une étude systématique publiée en 2018, hein, et, et il montre que quand ils ont étudié 22 transferts monétaires, ils ont trouvé que 73% d'études montrent que ces programmes réduisent la violence conjugale, hein, et aussi la violence sexuelle, hein. Bien sûr, il y a des révisions, il y a aussi des études régionales, hein, euh, en Afrique, publiées en 2019, qui nous informent que 5 études sur 4, 4 études sur 5 peuvent réduire la violence conjugale. Ensuite, on voit bien sûr que bien sûr, il y a une réduction de la violence sexiste, hein. Ces, ces études montrent aussi, et ne montrent pas d'augmentation dans cette violence, hein. C'est aussi confirmé par des études individuelles, hein, qui sont issues donc de ces projets de transfert, surtout au Ghana et au Mozambique. En ce qui concerne les manières, et les changements et les réductions de cette violence conjugale, bon, bien sûr, on voit les réductions liées au stress, liées à la pauvreté, hein. Deuxièmement, on voit une amélioration du bien-être, hein, dans les ménages. Et troisièmement, ça a à voir avec les augmentations de la participation, hein, et les pouvoirs de décision des femmes, hein. Ça permet aux filles de vraiment d'avoir de réduire ce potentiel pour la violence et des comportements abusifs ou nuisibles, hein. Alors, quand on voit ces évaluations en matière de genre, c'est important de comprendre les dynamiques et les risques liés, les contextes aussi, assurer que les mécanismes d'atténuation sont en place et sont inhérents au programme, hein, et surtout dans les mécanismes de prestation, hein, pour minimiser les risques potentiels de violence basée sur les genres, hein, avec aussi des formations, hein.
Il y a des liens aussi au service qui répond à la violence, qui répond aussi à l'accès aux services juridiques. Et donc, ça revient encore une fois en Afrique. Il y a bien sûr des activités de communication et pour les changements de comportement avec les garçons et les hommes, hein. Et c'est important donc d'avoir ces programmes. Et c'est important aussi d'intégrer des mécanismes pour porter des plaintes, hein, et pour s'adresser donc à cette violence sexiste et l'harcèlement par les personnels d'opération, hein, pour s'assurer que les victimes de la violence ont accès à des services, hein. Alors, le dernier mythe est lié à la perception commune et les stéréotypes, hein, que les familles et les individus, euh, les transferts monétaires réduiront la motivation des femmes à travailler et risquent d'encourager la dépendance aux prestations. Mais l'évidence, voilà, montre le contraire, hein. On a de l'évidence que les transferts monétaires ne créent pas une dépendance au service, hein, ou qui réduisent la participation ou la productivité des femmes en Afrique, hein. Donc, il y a des programmes qui favorisent la participation des femmes dans les marchés du travail, qui élargissent les modes de vie, la diversification des activités et, liées aux revenus. Donc, ces résultats positifs sont confirmés, hein, dans des études systématiques qui ont été faites de manière globale et qui ont été publiées en 2024. Hein. Ces études ont révisé, ils ont revu l'évidence, hein, ils ont examiné l'évidence sur l'augmentation, l'intensité du travail en ce qui concerne les heures, la participation au travail rémunéré, l'évaluation aussi des projets de transfert qui permettent aux femmes de s'engager de manière beaucoup plus productive, hein, et dans les activités de travail, hein. Et ça améliore bien sûr la liquidité financière du ménage, l'accumulation des épargnes, hein, mais aussi ça peut aider les femmes à, à surmonter des problèmes pratiques et des problèmes liés au travail, hein. Alors, il y a plusieurs éléments qui favorisent les résultats en matière de travail, en matière d'emploi. Bon, ça aide à l'inclusion économique, à avoir des formations en matière d'affaires, la littératie financière, hein, ça va favoriser la littératie financière, les crédits, l'assurance, ça va élargir les opportunités pour que les femmes génèrent et produisent des revenus. Et il y a bien sûr un composant qui doit être inclus, hein, dans la conception et les éléments de programme, hein, très important pour ceux qui sont responsables des soins non rémunérés, hein. Pardon. Voilà, c'est pour réduire les risques d'augmenter la pauvreté, hein, et faciliter l'emploi. Et finalement, et, il y a des mesures faites sur mesure, hein, il y a des éléments faits sur mesure qui peuvent différencier et être développés, hein, surtout pour les femmes qui sont plus âgées ou qui sont handicapées, hein, pour qu'elles s'engagent avec le marché du travail, hein. Alors, en conclusion, je pense que c'est important de réitérer que l'inégalité en matière de genre limite, bien sûr, l'inclusion des femmes dans le secteur productif, et réduisent l'éducation et bien sûr pour atteindre une meilleure santé, un bien-être. Et donc, ça peut jouer un rôle clé pour la protection sociale basée sur qui sont sensibles au genre, hein, et ça peut aussi réduire la pauvreté et accroître l'égalité sociale, hein, réduire les inégalités sociales, hein. Donc, c'est important de faire attention au financement des programmes de protection sociale, hein. Et aussi, il faut s'engager, hein, de manière régulière dans le suivi des bénéfices, la couverture
et l'impact en matière de genre en utilisant des valeurs et des données désagrégées ou ventilées par sexe, hein, et des plateformes aussi, hein, pour informer la prise de décision. Merci. Merci. Je pense qu'on a des problèmes d'Internet, je l'entends mal. Excusez-moi. Euh, Excusez-moi. Voilà, et voilà, il y a des problèmes de connectivité. On l'entend mal. Voilà, je vais réessayer. Ah, sinon, je vais vous demander de reprendre la conversation parce que là, alors, on a eu ces 6 mythes et on va voir maintenant comment la pratique. On va avoir une discussion de panel et le premier intervenant est Francesca. Et Francesca, je vais maintenant voir 2 questions. Je vais lui poser 2 questions et je vais lui demander de répondre euh, dans 8 ou 9 minutes. Il s'agit vraiment de vos expériences sur les terrains. Je sais qu'au Ghana, il y a différents efforts en matière de protection sociale sensible au genre. Alors, quelle est votre expérience, hein, pour élargir ce programme de protection sociale, pour promouvoir l'égalité des sexes et éviter les conséquences, hein? Alors, quelle était la réaction de la communauté à, voilà, quand ils ont reçu ces transferts, hein? Voilà. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez, hein? Voilà, merci pour la question, hein? Merci à Tia et à l'équipe pour de m'avoir aidé avec la présentation. Je vais passer à l'évidence, parce que l'évidence nous informe sur ce qui se passe sur le terrain dans le Ghana. On a beaucoup de protection sociale, des interventions en matière de protection sociale. Je vais mentionner quelques-unes. On a le LIP, c'est un programme contre la pauvreté et l'autonomisation. On a les travaux publics intensifs en matière d'emploi qui engagent les communautés, ils appuient les communautés en leur donnant un peu d'argent, hein. Euh, il y a des groupes de bénéficiaires, hein, et ce sont des bénéficiaires principaux qui reçoivent, surtout des personnes avec handicap, hein, ou des activités qui, qui les soutiennent, hein. Et on a les Ghana Graffiti aussi, hein. Alors, on se concentre sur ces programmes d'autonomisation des modes de vie, hein. Ces programmes doivent bénéficier les orphelins ou des personnes, oh pardon, voilà, des agriculteurs, hein, et des personnes avec handicap, aussi des personnes qui ont plus de 65 ans et les femmes enceintes, hein. Alors, la protection sociale du Ghana et l'intervention, on ne voit pas vraiment les données ventilées par sexe et les bénéficiaires, hein, mais en mettant en œuvre ce programme, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de bénéficiaires femmes que hommes, hein. Et quand on fait les suivis, hein, des activités auprès de la communauté, on se rend compte qu'il y a beaucoup de groupes de femmes, hein, et des femmes qui reçoivent ces interventions des protections sociales. On se rend compte que les femmes peuvent prendre des décisions, elles peuvent, quand, quand on présentait les données, et- voilà, les femmes s'engagent. Au Ghana, c'est 56% des femmes qui s'engagent et qui prennent des décisions. Donc, ça pourrait être beaucoup plus élevé, hein? Euh, mais, mais on se rend compte quand même que les femmes peuvent prendre des décisions toutes seules, hein? Qu'elles peuvent utiliser l'argent pour alimenter, pour, voilà, le ménage, pour assurer que l'enfant aille à l'école, pour prendre soin de ses besoins. Donc, et prendre des décisions. Donc, pendant la sensibilisation, hein, on se rend compte qu'on est en train d'engager les bénéficiaires, hein. On voit les femmes, hein,
qui posent des questions, qui interagissent avec nous. Euh, Elles trouvent des manières hein, pour ça, pour vraiment pour réussir. Hein. Elles font les choses derrière les rideaux, hein, parfois. Hein. Mais avec les suivis au nord du Ghana, on se rend compte il y a beaucoup d'inégalités, mais avec ces interventions de protection, on autonomise les femmes. Hein. On voit qu'elles sont dans le secteur productif, elles sont incluses dans ce secteur productif et on arrive à avoir des nouveaux bénéficiaires aussi. Et, et ils font par exemple, elles font des productions de beurre de karité, elles s'appellent entre elles, elles se réunissent. Voilà, donc ces protections, ces interventions vont vraiment aider pour combler les écarts hein, et les inégalités. Alors, on a mentionné les conditions. Au Ghana, on ne les appelle pas des conditions, on appelle ça des responsabilités principales. Et le ménage, là, on s'assure que s'il y a des bénéficiaires, on sait que vous aurez la carte d'assurance maladie et que vous allez aller avoir un hôpital gratuit. On s'assure que les gouvernements vont recevoir des personnes hein, dans ces bureaux régionaux. Ils arrivent avec l'assurance maladie et leur carte. Et on s'assure que les filles vont aller à l'école aussi. Hein. Donc, donc ça n'a pas vraiment. On a vu avec les données que la fertilité n'a pas vraiment augmenté. Hein. Euh, quand on est responsable, on se rend compte que le gouvernement doit faire sa partie, que tout le monde doit être bien alimenté. Donc, on s'assure qu'on peut vraiment combler ces écarts en matière d'égalité de sexe, hein, que les enfants vont à l'école, qu'on a un programme d'alimentation écolière au Ghana. Hein. On se rend compte que les enfants et les filles restent à l'école. Donc, c'est très positif pour nous. Euh, Ça réduit aussi la violence conjugale. Si on voit la recherche au Ghana, hein, même la partie non intentionnelle, hein, et on voit que la violence intime hein, conjugale a été réduite parce que les femmes sont autonomisées, parce que les femmes ont le contrôle. Et donc, elles ont accès à ces contrôles et à prendre des décisions. Donc, on sait que ça va pas être lié à la violence, ça va pas augmenter la violence. Quand on voit les conséquences involontaires hein, pour le Ghana, les conséquences et les résultats qu'on a vus de ces programmes sont positifs pour nous. Hein. Et à l'avenir, on va vraiment faire d'autres évaluations et de voir les systèmes, les bénéficiaires, être conscient des besoins en matière des genres. Hein. Parce qu'on se rend compte que les femmes sont les aidantes et, et, et il y a beaucoup de stress. On introduit comme ça et d'autres éléments, des vulnérabilités. Donc, il faut voir les personnes qui sont vraiment vulnérables, hein, identifier ces personnes et voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Hein, pour, donc, on est en train de donner un peu de quelque chose de supplémentaire, hein, un atout, euh, surtout pour des personnes qui sont appauvries. Donc, on se rend compte qu'on s'occupe d'une personne vulnérable qui peut devenir autonomisée. Voilà, donc à l'avenir, on va faire une réévaluation. Alors, la deuxième question, euh, et voilà, c'était qui a été quelle a été la réaction de la communauté en, en désignant les femmes comme celles qui reçoivent l'argent. Hein? Alors, les gens vont nous dire, maintenant, les enfants peuvent aller à l'école. On- Mais non, parce que c'est l'argent, c'est la femme qui gère l'argent. Pardon. Même si elles prennent les décisions avec leur mari, hein, on a une culture assez axée sur, en matière de genre, hein, mais, mais elle peut prendre maintenant des décisions. Ça a aidé vraiment les ménages, hein,
à, comme les destinataires de ces transferts monétaires, ça a été positif. Les femmes sont les soignantes, sont les aidants, ce sont les parents qui sont à la maison, hein, les femmes. Donc aussi, ça peut réduire leur vulnérabilité et quand on les prend comme destinataires de ces transferts monétaires. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Francesca, d'avoir partagé tout ça de l'expérience du Ghana. Voilà. Est-ce que ça marche? Voilà. Maintenant, ça marche, hein. Voilà, d'avoir partagé vos expériences depuis le Ghana les trouvailles, ce que vous avez trouvé, les impacts, les résultats, et voilà, les efforts que vous avez faits, hein, et l'expérience en matière de productivité, en matière de violence conjugale, et aussi comment voilà, s'éloigner un peu de ces conditionnalités et la communauté. Alors, alors Paul maintenant va on vous demander deux questions, Paul, hein, axées sur deux mythes qui ont été présentés par nos intervenants. Le premier est lié à le contrôle de l'argent et la prise de décision. Alors, les femmes, normalement, euh, elles maintiennent le contrôle sur ces transferts monétaires, hein. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, hein, comme les relations entre mari et femme, la structure des ménages. Alors, dans votre expérience, quels sont des exemples des, des activités, des conceptions et des activités qui ont été mises en œuvre pour améliorer les pouvoirs de décision des femmes et les contrôles monétaires, hein, des femmes? Et en ce qui concerne les mythes sur la productivité et l'emploi, l'évidence montre que les transferts d'argent euh, augmentent la productivité des femmes et leur inclusion dans les secteurs productifs. Alors, c'est très important la, pour le progrès des femmes. Mais il y a un autre côté, et donc les rôles reproductifs peuvent être, on voit, ça peut exaspérer et les femmes parce que la fertilité réduit. Mais alors, comment on peut s'assurer que les transferts monétaires sont en train de promouvoir l'inclusion économique et combler les dégâts en matière de distribution monétaire et réduction de pauvreté? Alors, je vais vous donner 8 ou 9 minutes pour répondre, hein. Merci, Magda. Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de Presto pour leur présentation merveilleuse, très claire. Merci, Francesca, d'avoir partagé aussi l'expérience du Ghana, hein. On sait que le Ghana a des programmes de protection sociale assez robustes, hein, et que le Ghana nous donne des évidences continues en matière d'impact et de mise en œuvre des programmes, les programmes LEAP, hein, surtout, hein. Alors, dans ces minutes, je voulais vous donner un exemple de ma propre expérience, une réflexion et aussi aller vers la question, hein, et quelques idées sur les caractéristiques des conceptions. Alors, l'exemple vient de la Zambie. On a appuyé les gouvernements pour l'évaluation des programmes de transfert monétaire, hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit hier parce qu'ils font du travail derrière moi, hein, excusez-moi. Alors, dans le domaine de programme qui a été mis en application, on a travaillé avec les travailleurs agricoles, euh, quelqu'un qui travaille dans les terrains de quelqu'un d'autre, hein, dans des conditions de pauvreté, de vulnérabilité, hein. Alors, avec une fois que les femmes on a pu prendre des décisions elles ont pu avoir des équipements agricoles et des semences aussi, hein. Elles pouvaient travailler, pas seulement, elles avaient des graines, c'était ça leur a bénéficié du point de vue financier, mais aussi ça leur a bénéficié parce que ça facilitait la garde d'enfants.
surtout pour les femmes qui allaitaient leurs enfants, parce qu'elles étaient beaucoup plus près de la maison, hein. Et on a vu aussi que éventuellement les femmes ont pu vendre leur production, hein, dans les marchés locaux, hein. Même si c'est des petites quantités, mais ça leur a, ça leur a fait beaucoup plus forte, hein, du point de vue financier, et ça a amélioré leur intégration et les institutions communautaires, les réseaux des femmes qui vendent leur production dans le marché. On a vu des participations, des groupes d'épargne, hein. On a vu des groupes d'églises, hein, la participation dans les églises, euh, dans les associations des parents élèves. On sait que la pauvreté, l'exclusion touche les femmes. Mais on sait que les femmes sont exclues de certains groupes communautaires, mais on a vu qu'en Zambie, elles ont, elles ont accès, encore une fois, à ces groupes maintenant. Euh, donc voilà, ces transferts monétaires leur permet des conditions de travail plus dignes, hein. Euh, et elles ont beaucoup plus de contrôle sur leur temps et sur leurs responsabilités. Et elles utilisent l'excédent pour appuyer des groupes et pour avoir un meilleur équilibre entre le travail et leur responsabilité des soins, hein. Preston nous a confirmé ça, hein. Euh, donc là, on voulait encore une fois dire que ces publications sont importantes, hein, parce que beaucoup d'entre nous, les professionnels, hein, de la protection sociale, on sait de manière intuitive que ces mythes sont pas vraiment appuyés et soutenus par ce qu'on voit dans la réalité. Mais là, il y a l'évidence maintenant. On peut s'organiser maintenant de manière structurée pour faire, voilà, pour justifier ce qu'on fait, hein. Et ça va nous aider et ça va nous donner un peu plus des aperçus, hein. Ce que je voulais partager comme réflexion, c'est je sens que on parle beaucoup comment les programmes de transfert monétaire ont un impact au niveau individuel. Ça avance, elle progresse de manière financière, la résilience, c'est essentiel, surtout en moment de crise, hein. Mais au-delà du niveau individuel, on voit des petits pas que les programmes ont atteint au niveau communautaire, qui est en train de changer les attitudes pour l'égalité, en faveur de l'égalité des sexes, hein. Ça change les perceptions et les rôles des femmes. C'est des tout petits pas, mais ils sont importants parce que ça va avoir un impact transformateur pour changer les normes en matière de sexe. On sait quand même, cependant, qu'il y a, il s'agit pas seulement des transferts ou des interventions des transferts monétaires, hein. Il y a des services complémentaires aussi, hein, qui sont nécessaires, mais il s'agit aussi des interventions beaucoup plus larges et des changements dans l'environnement et dans les contextes qui sont requises pour avoir des transformations structurelles et avoir des changements dans les normes. Je veux seulement souligner ça, hein. Pardon. Et finalement, alors, quelques idées sur les caractéristiques des conceptions des programmes. Et c'est important de parler des éléments comme la miscibilité, l'éligibilité à participer, la duration la, la durée du programme, pardon, la valeur du transfert, mais il faut parler de la prestation du programme, les mécanismes de prestation et de livret, hein. Et ça va être très important pour les résultats, hein. Voilà. Alors, alors, les présentateurs ont parlé bien sûr de l'importance d'avoir les femmes comme destinataires de ces transferts. Mais c'est pas suffisant, hein. Je pense que, à part d'avoir des femmes comme destinateurs, les programmes peuvent adopter certains critères d'éligibilité, hein, pour cibler les femmes à la maison, dans les ménages, par exemple, les filles adolescentes, ou faire un peu de ciblage géographique, se concentrer sur des domaines ou des endroits où il y a des indicateurs d'inégalité assez élevés.
et des défis. Alors, quand on sait comment, quand on voit les travaux publics, hein, on a vu des caractéristiques comme des exonérations ou exemptions pour les femmes enceintes, ou des mères avec des jeunes enfants. Les travaux publics incluent aussi des accords en matière de garde d'enfants. Il faudrait voir l'expérience de ces travaux publics et leur expérience en matière des programmes de transfert monétaire, hein, pour éviter les tensions, hein, entre le travail et les soins. Beaucoup a été dit dans ces webinaires, hein, et aussi au-delà de ces webinaires. Cash plus, les approches cash plus, hein, ou des services complémentaires en matière de transferts monétaires. Hein. Depuis une décennie, on parle beaucoup de ces approches cash plus. Hein. Elles doivent être basées sur les besoins et les préférences qui sont typiquement contextualisées, spécifiques au contexte. Hein. Surtout en matière d'économie locale, les normes des genres et aussi les contextes sécuritaires locaux. Ça va nous aider à concevoir les services complémentaires qui sont nécessaires. Alors, le deuxième point, c'est la différence entre les services complémentaires et la protection des bénéfices qui sont nécessaires et additionnels. Hein. Donc, c'est important. On peut y avoir des bénéfices complémentaires. Francesca a mentionné, par exemple, les gens qui maintenant s'inscrivent dans des programmes de santé, hein, ou, ou- ou assurance maladie, des accords maintenant en matière de garde d'enfants, des- on est en train d'attendre les filles et les filles adolescentes qui sont enceintes. Donc, ça va avoir des séances, des changements de comportement, des séances, des formations en matière de pratiques nutritionnelles, en matière de santé sexuelle et reproductive. On peut prendre tout ça en compte. Hein. C'est critique, c'est essentiel de voir le contexte et aussi la capacité de livrer ces services, hein, de fournir. Hein. Je sais que je voulais aussi partager un petit peu. Voilà, on a passé des temps. Voilà, si vous pouvez finir, s'il vous plaît. Voilà, je voulais seulement d'avoir l'attention. Alors, sur les programmes d'inclusion économique et reproductive et les préférences des décideurs. Hein. Je travaille dans la région Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est bien d'avoir un peu de mentorat, un peu de développement des capacités, renforcement des capacités, envoyer des groupements, hein, d'argent. Euh, et je fais du plaidoyer là, d'après mon expérience, je vois l'importance de continuer de payer de manière prévisible et fréquente. Hein. Ces transferts d'argent vont faciliter leur participation dans les composants des formations. On peut avoir des subventions. Hein. C'est essentiel pour l'activité économique. Hein. Et c'est essentiel pour qu'elles puissent avoir cet appui financier quotidien et pour faciliter leur participation dans la partie productive. Hein. Alors, voilà. Merci. Hein. Pardon. Merci, Paul. Désolée de vous avoir pressé. Alors, avant de passer aux discussions, je vais demander à Tia de parler d'un point ou deux. Comme Paul vient de dire, il y a une continuation de ce qu'on peut faire en matière de genre. Hein. On ne veut pas renforcer des, no- des normes sociales, on veut essayer d'être respectueux des normes sociales, mais on essaie aussi d'être transformateur et de changer les normes sociales en même temps. Alors, lié à ça et la violence, euh, les mythes liés à la violence, et une question qui revient toujours hein, dans le contexte, c'est quelle est l'évidence en matière de la réduction des violences conjugales? On sait que les stress économiques réduit
ça peut réduire le stress économique parce que ça assure un peu les rôles euh, pour, pour les femmes. Mais pour avoir quelque chose de durable, hein, on sait qu'on a besoin de travailler beaucoup plus avec les garçons et les hommes pour changer les normes discriminatoires sociales. Alors, Tia, est-ce qu'on peut voir comment ces programmes de protection peuvent impliquer les hommes et les garçons pour avoir des impacts positifs, hein, euh, et pour favoriser la masculinité positive, hein? Voilà. Hmm. Voilà, vous êtes muté. Voilà, voilà. Merci. Sourdine. Voilà. Ça va. Merci, Magda. Je pense que c'est un sujet assez important. Il y a un intérêt croissant de voir comment on peut s'adresser s'adresser à ça de manière programmatique, hein. Impliquer les hommes et les garçons, hein, pour avoir des résultats positifs et pour l'autonomisation des femmes. Et la bonne nouvelle, c'est que les programmes sont de manière, ils sont en train d'incorporer beaucoup plus ces composants de conception, hein, ces activités pour engager les hommes et les garçons et avec, avec un voyant l'impact, hein, par le passé et l'évidence robuste, hein. Je voulais seulement parler de l'aspect programmatique, hein. Je pense que parfois, le fait d'engager les hommes et les garçons, ça va ensemble, hein. Euh, Parfois, on n'a pas de clarté en ce qui concerne la conception des programmes. Alors, dans mon travail à moi, et dans le document, scoping paper, hein, j'essayais de voir les différents types d'activités, hein, pour engager les hommes et les garçons. Et il y a trois composants, hein, trois catégories, hein. C'est mon interprétation. La première se concentre sur la formation en matière de genre pour les couples, hein, et ça fait appel aux familles, hein. Ça fait appel aux couples, aux maris, les femmes, pour encourager la prise de décision ensemble, hein, pour les investissements économiques, hein, aussi, hein. Et aussi, donc ça amène les hommes et les femmes. Il y a des effets mixtes. La deuxième catégorie, c'est les groupes d'hommes, hein. C'est pour la consultation au niveau local, mais ça implique seulement les hommes, hein. Parfois, l'application des leaders traditionnels locaux et ces hommes viennent des ménages destinataires qui reçoivent ce transfert. Ça peut, ça peut changer les normes, hein. Il se concentre sur les attitudes en matière des violences sexistes. C'est aussi sur les inégalités en matière d'emploi et le travail domestique, hein. On a une expérience en Éthiopie qui était liée avait un programme pilote, hein, qu'on a eu. Et la troisième catégorie est axée sur le, la sensibilisation au niveau communautaire des problèmes d'égalité des sexes. Et ça implique les hommes et les garçons, mais ça inclut aussi des membres de la communauté, hein, euh, des leaders traditionnels, des chefs coutumiers, hein, des groupes de femmes, hein. Donc, on est en train de changer parce que ce sont des plateformes très puissantes, hein, pour livrer, pour dire ces messages en matière d'égalité des sexes et surtout parce qu'il y a des sujets sociaux, culturels qui sont un peu controversiels, hein. Alors, ces événements de sensibilisation communautaire sont évalués de manière très robuste, hein, dans le Sahel, dans le programme, par exemple, d'adaptation sociale au Sahel, au Niger aussi, hein. Et Tia va nous parler maintenant de l'évidence qui arrive, hein. Alors, il y a de l'évidence émergente, hein, autour de ces programmes complémentaires. Et parfois, c'est mitigé, hein, les résultats, hein. Parfois, il faut comprendre le contexte mieux et les dynamiques du contexte
locales avant de planifier ces programmes complémentaires. Donc, les évaluations en matière de genre peuvent nous aider. On voit des évidences de la Tunisie, de la Mauritanie, du Niger, Éthiopie. Et ces programmes-là ont été mis en œuvre pour améliorer les impacts de ces transferts pour la réduction non, des violences et en Tunisie, voilà, on a eu ces groupes, on l'a délivré ça à un groupe de femmes et, et à leur mari. Alors, quand on fait la formation que pour les femmes, il y avait une augmentation des activités, des productions de recettes. Mais quand on les faisait avec les hommes, il n'y avait pas d'effet. Et alors, ben, les gens, je pense qu'ils sentaient que les hommes se sentaient beaucoup plus à même d'avoir ces programmes, hein. En fait, les hommes se sentaient plus intitulés à avoir, quand ça a été fait avec les hommes et les femmes, hein. Alors, il y avait pas eu d'évidence en matière de violence conjugale. Au Niger, les gouvernements et son programme des transferts monétaires a trouvé que il y avait il y a une combinaison des programmes complémentaires. Il y a eu des épargnes, un peu de formation, le composant psychosocial. Et dans le groupe combiné, hein, avec tous ces composants, ils ont vu une réduction de la violence conjugale aussi, hein, Maya parlait de l'Éthiopie. Alors, il y a un programme PSMP. Il y a eu différentes interventions. Alors, le renforcement des modes de vie, et de nutrition en matière sociale. Et quand on a fait le premier suivi, ils ont trouvé qu'il y a eu une augmentation de ces attitudes d'égalité des sexes et avec des composants en matière de violence, hein. Et ils ont trouvé aussi que les impacts étaient seulement soutenus quand ils revenaient, hein. Surtout quand il y avait les engagements, il y avait des groupes qui engageaient que les hommes. Alors, ces résultats qui sont différenciés nous montrent que les programmes peuvent avoir des différents effets. Et donc, c'est important de prendre ça en considération quand on fait la conception des programmes. Merci Maya, Kia, d'avoir répondu à ces questions. On a 20 minutes. Voilà, pour prendre quelques questions du public, hein. On va se concentrer sur ces questions qui ont déjà été, voilà, on a des questions qui ont été déjà adressées. On a une question sur la conditionnalité, une autre sur la valeur des transferts et voilà, une autre voilà, qui reçoit ces, tra- cet effectif, hein, voilà, l'espèce, voilà, on va répondre basé sur les expériences, sur les vécus, hein. On va répondre ça d'après les expériences vécues. Alors, la première, c'est sur la conditionnalité. Je vais partager les questions et chacun d'entre vous va pouvoir répondre, hein, le plus possible, hein. On va essayer de ne pas répondre à celles qui ont été déjà répondues, hein. Alors, certaines questions sont, voilà, pour Tia, je vais commencer avec toi. Alors, sur les conditionnalités, alors, Alessandro nous demande, il voudrait comprendre pourquoi les transferts monétaires conditionnels sont moins efficaces que ceux qui sont non conditionnels et quelle est l'évidence, hein, en termes de la prise de décision, le processus de prise de décision qui, voilà, de, indépendamment de comment l'argent est utilisé, hein, ça va nous aider à faire du plaidoyer et apprendre et voir les conditions, hein. Et la deuxième question, c'est qui
reçoit l'argent? Qui reçoit cet argent en espèces, hein? Est-ce qu'il y a eu des... Pourquoi, par exemple, pourquoi quand on reçoit, les hommes ou les pères reçoivent l'argent, il y a des résultats moins positifs. Voilà. Alors, en, en désignant les femmes comme destinataires, ça a un impact différent. Alors, vous pouvez commencer par ça, Tia, et ensuite on reprendra avec les autres, hein. Merci. Alors, au Burkina, l'exemple que j'ai donné, c'est qu'il y a eu il y a eu des impacts beaucoup plus larges, hein, euh, en ce qui concerne les enfants. Quand l'argent a été donné aux garçons plutôt que les mères, hein, c'est seulement un impact et un contexte. Donc, on ne peut pas généraliser, hein. Mais les auteurs nous ont montré que les normes sociales au Burkina Faso, dans ces contextes particuliers, c'est que les hommes sont responsables de fournir l'aliment à la maison. Alors, l'impact était différent, surtout quand il y a eu des- les périodes saisonnières où il y a moins de pluie, donc moins de précipitations, hein. Alors, basé sur les normes culturelles et la responsabilité des hommes de fournir l'aliment pour la maison. Donc, c'est un contexte très particulier. Donc, parfois, on voit des exemples où il y a ces transferts monétaires non conditionnels sont plus forts, hein. Alors, les ménages appauvris dépensent leur argent de manière correcte, hein. Ils sont sages, hein, ils dépensent leur argent de manière sage. On n'est même pas à leur dire comment dépenser leur argent, hein. Donc, ils investissent dans l'alimentation de qualité et la diversification bien sûr, des aliments. Donc, on voit que ces transferts non conditionnels, on voit la différence entre les deux. Et dans des conditions qui sont imposées, parfois, on voit que les structures éducationnelles et sanitaires sont pas de haute qualité, hein. Alors, parce que ça peut marginaliser les ménages qui sont déjà marginalisés. Et donc, on peut, parce que parfois, on leur demande des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir. Donc, il y a les recherches qui montrent que les conditions, souvent, augmentent les responsabilités en matière de soins et la, la pauvreté des femmes. Alors, parfois basé sur les types d'activités qui sont exigées. Donc, souvent, ce sont les femmes qui ont la responsabilité de s'assurer que leur maison, leur ménage est en conformité avec les conditions. Donc, ça va ajouter aux responsabilités qu'elles ont déjà au niveau économique et les autres activités qu'elles ont déjà à faire. Donc, ça augmente les responsabilités et ça peut créer un peu de stress, hein, et un peu d'anxiété, hein, et ça peut avoir des résultats négatifs au niveau psychosocial. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, là où on voit que les conditions, il peut y avoir des effets non intentionnels ou involontaires négatifs, hein, parce que ça va accroître l'anxiété, la, la charge, la marginalisation, et, et voilà. Merci, Tia. C'est essentiel, hein. Et on va demander à Francesco aussi de nous donner des idées aussi, hein. Avant d'aller à Maya et Francesco, il y avait une question qui était dirigée à vous sur le travail non rémunéré. Et alors, Andrea voulait savoir, avoir des exemples sur les programmes de protection sociale qui sont conçus avec un impact sur le travail non rémunéré et la pauvreté, hein, et pour voir des impacts mesurables. Maya?
Alors, Paul, je crois qu'il a mentionné quelques exemples, hein. De- voilà, de point de vue de mon expérience, hein, quand on voit l'inclusion, les programmes, les cash plus, hein, un des résultats clés, c'était le travail domestique non rémunéré. C'est négligé, hein. On sait que, on comprend la situation, comment on doit combler les écarts en matière d'égalité de sexe, mais on sait qu'il y a des problèmes d'inclusion, mais on reconnaît la situation et on sait qu'il y a des preuves qui résultantes, mais c'est pas reflété à travers les programmes. Voilà, je pense que il y a 11% seulement des programmes d'inclusion économique autour du monde, hein, qui incluent, intègrent des activités et concentrées sur la redistribution du travail et les responsabilités et les soins, hein, ménagers ou autres, hein. Donc, on les voit en matière de recherche, on les voit au niveau de l'évidence. Mais donc, pour mon travail, j'essayais de collecter de l'évidence pour l'inclusion économique et comment le temps, hein, et la pauvreté touche les femmes et les filles. Et c'est limité, c'est toujours limité, mais ça monte, hein. Donc, il faudra avoir beaucoup plus d'évidence pour mesurer la situation, pour voir la charge de travail. Et, mais il y a moins de recherches qui regardent au, la participation des temps, hein, de participation. Par exemple, les femmes veulent négocier leur temps de participation, hein. Donc, c'est une réalité qui manque dans les sondages et les études, hein. Alors, quelque chose sur lesquels on devrait avoir beaucoup plus de recherches, hein, c'est sur les technologies pour l'épargne et l'emploi. C'est important de travailler, hein, c'est important de travailler sur l'inclusion économique, hein, et les résultats productifs. Donc, en général, oui, il y a du plaidoyer, on reconnaît l'importance et on évalue, hein, on est en train d'évaluation, mais il faut inclure beaucoup plus de ça dans les programmes, hein. Mais là, on n'en est pas là, hein. On doit faire beaucoup plus d'efforts dans ces domaines, hein. Merci, Maya. Alors, maintenant, on va aller vers Francesca. Est-ce que vous pourriez réfléchir sur les conditionnalités ou les conditions? Ça revient toujours, hein? C'est, c'est bien pour les décideurs, pour les donateurs, pour les professionnels et les praticiens, hein, qui ont du mal, hein? Alors, on a de plus en plus de preuves, hein, mais au Ghana, est-ce que vous pouvez partager un petit peu sur les processus que vous avez suivis pour s'éloigner un peu de ses responsabilités et au niveau des décideurs, les finances, les personnes, les bailleurs de fonds, hein, et les communautés, et vos réflexions sur comment vous avez contribué à, en matière des comportements, d'égalité et d'autonomisation. Voilà, voilà, vous pouvez partager un petit peu sur ça. Merci. Voilà, comme je viens de dire, le Ghana, on n'a pas de conditions. On n'appelle pas ça des conditions parce qu'on se rend compte que si on met des conditions pour les transferts monétaires, ça va mettre beaucoup plus de pression sur les femmes parce qu'elles doivent s'occuper déjà des enfants, de l'école et que les filles ne soient pas enceintes, que les filles soient bien alimentées, que les enfants en tout soient alimentés, hein. Donc, c'est beaucoup plus de responsabilité pour elles. Donc, voilà pourquoi, avec la responsabilité partagée, il- on parlait des responsabilités partagées. Alors, on a trois niveaux pour s'engager avec les bénéficiaires. Il y a, voilà, la communauté et les bénéficiaires. Si les bénéficiaires font quelque chose qu'ils ne doivent pas faire,
Alors, les points focaux peuvent nous dire, on peut s'engager avec les bénéficiaires s'il fait quelque chose d'incorrect. Parfois, il y a les hommes qui prennent l'argent et ils l'utilisent pour l'alcool. Donc, ils s'engagent de manière négative. Donc là, on s'engage avec le, le point focal là, où l'agent de développement va s'engager avec les bénéficiaires pour, euh, voilà. Donc, le point focal est là. Cet agent de développement social est avec la communauté. Il vit là. Donc, on fait le suivi, hein, on fait le suivi des personnes qui s'engagent avec la communauté. Donc, cette responsabilité nous permet de voir des résultats. C'est non conditionnel. On voit l'impact. On est, on essaye toujours de s'engager avec eux, hein, sensibiliser les personnes, voir les modèles et voir ce qui se fait ailleurs aussi, hein, pour voir ce qu'on peut faire avec les groupes des hommes, par exemple. On revient, on sensibilise les personnes, on voit on regarde et on parle sur ses responsabilités principales, on parle des paiements. Sinon, les collègues qui travaillent sur le programme, va, bon voilà, on est en train de faire un peu de supervision entre nous, hein. Il y a des femmes qui reviennent vers la conditionnalité, a eu de bons résultats. On ne veut pas surcharger les femmes, hein, qui ont déjà des responsabilités. Au Ghana, par exemple, on a fait beaucoup de travail sur la feuille de route en matière d'égalité des sexes, hein, et, ou la feuille de route en matière de genre, hein. Euh, on a eu une bonne réponse, voilà, on a eu une bonne réponse. Et on travaillait avec UNICEF Ghana. On a travaillé sur cette feuille de route pour, euh, et réduire la violence entre partenaires, pour éviter, bien sûr, que les filles tombent enceintes, pour aider les enfants à l'école. Donc, on essaie d'utiliser cette feuille de route pour aborder ces sujets, hein. Donc, cette solution, on est en train de renforcer les éléments en matière des genres avec les programmes LEAP, hein. Voilà, voilà où on en est avec les conditionnalités, hein. Merci. Merci d'avoir partagé les processus et votre expérience, hein, et comment élargir, bien sûr, les programmes des genres dans le pays, hein. Alors, voilà, une question de plus. Vous pouvez utiliser ça pour parler plus sur la conception. Alors, les valeurs de ces transferts et les paiements fréquents. Quelque chose de clé qui est pour la conception, hein, surtout pour les programmes de protection sociale, hein. Est-ce que quelqu'un peut nous donner des idées sur comment ces éléments de conception sont liés aux résultats en matière de genre et les éléments de conception, hein, comment vous les voyez? Merci Magda et merci à tous les panélistes pour leurs idées, leur expérience. Alors, la question des valeurs de transfert, elle est complexe, hein. Ça dépend du programme national des transferts monétaires, mais parfois, il y a des résultats difficiles parce que est-ce qu'on doit augmenter la valeur des transferts ou est-ce qu'on doit augmenter la couverture du programme? Il y a aussi l'aspect, alors il y a les transferts monétaires nationaux qui ne calculent pas la valeur de transfert basée sur un coût exact ou sur le panier alimentaire ou les services. Euh, voilà, parfois, ce qu'ils font, c'est c'est basé sur des dépenses mensuelles, à peu près à 20%, hein. Donc, il faut faire du plaidoyer pour que la valeur de transfert
soit mise à jour systématiquement, indexée sur par exemple, en prendre en compte l'inflation, et on le voit dans plusieurs pays, hein. Donc, il faut inclure l'inflation, hein. Si on le fait de manière systématique, c'est important de le faire, hein. Dans la conception de programmes, surtout top-ups, hein, il faut s'adresser à des vulnérabilités spécifiques des programmes et des participants dans certains pays, hein, ou dans tous les pays. On a eu des initiatives, il y a des éléments, par exemple, ou des, ou des, par exemple, des foyers qui ont une mère allaitante ou une mère adolescente. Et là, on peut accroître la valeur pour des groupes spécifiés. Et parfois, il y a un seuil à respecter, bien sûr. Mais plus important que la valeur de transfert, c'est la fréquence et la durée des paiements. Les participants ou les destinataires de ces transferts monétaires, y compris les femmes, ça les aide d'avoir des paiements fréquents, prévisibles. Parce qu'il y a des choses dans leur contexte, ils ne sont pas prévisibles du tout. Donc, quand il y a un élément prévisible et pouvoir compter sur des paiements systématiques et réguliers, ça peut vraiment leur aider à éviter ces chocs financiers. Je l'ai vu dans plusieurs pays, hein, et il faut exercer une pression sur la durée et des paiements et, et la fréquence. Donc, c'est très important pour les personnes qui sont dans des zones appauvries et vulnérables. Et, et il faut avoir aussi ces paiements, ces transferts monétaires. Ils doivent continuer. Surtout, il faut avoir des interventions pour l'inclusion économique. Il faut faire du mentorat. Il faut faire des groupements, hein, aussi, hein. Et par exemple, des montants forfaitaires peuvent aider, hein, les femmes, hein, dans ces programmes, hein. Alors, deux, trois choses que je voulais mentionner aussi, hein. Alors, sur la valeur de transfert et la fréquence de paiement, voilà. Je ne sais pas si on a plus de temps, mais voilà. Merci, Paul, hein. On a quelques minutes pour d'autres questions ou d'autres aperçus et si vous avez, avant de conclure, et si vous avez des idées, les panélistes, si vous avez des choses importantes à dire ou à partager. Je voulais seulement. Alors, au Ghana, on va indexer nos transferts monétaires contre l'inflation. Et cette année, le chiffre va augmenter, hein, parce que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'inflation. Et on s'assure aussi qu'on paie en temps voulu, hein, parce que au moment où on donne l'argent aux bénéficiaires, c'est important, hein, les timings, hein, parce qu'ils viennent des ménages vulnérables et appauvris, donc il faut s'assurer qu'elles reçoivent l'argent. Ah, il faut planifier ça. Et donc, au Ghana, je suis fière de dire qu'on le fait, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants et tous les animateurs pour cette discussion utile et si dynamique. Alors, en conclusion, je voulais partager trois, voilà, des choses qui ressortent, hein. Alors, le contexte est important. Je pense que vous avez souligné ça. Vous avez vu ça avec l'évidence dans vos pays, les, con- les systèmes de protection sociale, et leur maturité et les normes en matière de genre sont importants. Euh, la sécurité, le contexte politique est important. Il n'y a pas une solution qui est sur mesure, hein. Euh, il y a des conditions qui doivent être faites sur mesure, hein. Alors, la deuxième chose qui a ressorti, hein, euh,
qui me frappe, c'est que il faut des investissements en matière de bons systèmes de protection sociale et c'est important pour l'autonomisation des femmes et l'impact qu'on veut voir, hein. Je pense que l'adéquation des transferts, voilà, les côtés opportuns hein, des, des transferts, des transferts opportuns, ponctuels, précis. Et là, je pense qu'on peut capitaliser et on peut et augmenter les éléments en matière d'égalité des sexes. Il y a un troisième élément qui ressort, c'est on doit faire plus pour avoir beaucoup plus d'évidence, mais quand on voit ces 6 mythes, on a pu voir l'évidence qui est concluante. Et en Afrique, il faudrait utiliser ces éléments pour façonner les politiques, pour améliorer la conception des programmes et aussi éliminer les perceptions qui sont en train d'empêcher ou de nuire à nos programmes. Et finalement, et la partie la plus importante pour moi, c'est que dans la protection sociale, il y a, on peut toujours améliorer les éléments liés au genre hein, et liés aux impacts. Euh, il y a bien sûr des points, il y a certains points et initiatives dans le continent qui essayent d'améliorer les choses. Voilà mes 4 conclusions. Et j'apprécie alors, le temps de tout le monde, hein, de tous les participants. Merci à tous, aux 51 participants qu'on a là. Hein. Prenez le temps de remplir l'enquête. Hein. Il y a un code QR code que vous voyez là. Ça va nous aider pour les webinaires à l'avenir. Hein. Et voilà, on sera ravis de vous voir pour le prochain webinaire. Et on va bien sûr vous partager l'enregistrement et les diapos. Merci beaucoup.